Bonjour et bienvenue chez Querelle, la revue du cinéma, où on parle de cinéma, de séries et on n'est pas toujours d'accord. Donc aujourd'hui, nous avons Samir. Samir, bonjour, comment ça va bien? Ça va, salut les kids. Bon, formidable. On a aussi Ed Wood. Coucou! Bien, bien ou bien? Oui, ça va. Ça va, Bon. je représente pour tous ceux qui vont bien. Zizi à Et la famille. moi-même, TN, et je vais bien aussi. Et Ah, tout de suite, Ed Wood va nous présenter les sujets dont nous allons parler aujourd'hui. eh bien, aujourd'hui, l'actualité est consacrée à un réalisateur qui nous fait une sortie sur Netflix en ce moment. C'est le réalisateur David Fincher avec le film Manque. Donc, on a envie de parler de ce film. On l'a tous les trois vu, j'espère. Sinon, on arrête tout de suite cette émission. Et par extension, on voudrait parler un peu du cinéma de David Lynch. Non, de David Fincher. Et trouver un peu si on a changé d'avis depuis nos jeunes années où on a découvert Fight Club, par exemple, ou Alien 3, ou les premiers films. On va voir ça aujourd'hui. Et on va finir par des recos. Hein. On aime bien ça, les recos. Vous proposez des films, vous proposez des livres, des séries en rapport ou non avec le sujet, on va voir, suivant les coups de cœur des uns et des autres. Samir, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Manque? Oui, alors Manque, c'est son 11e film déjà, à David Fincher. C'est un film qui a la particularité d'avoir été scénarisé par le père de l'auteur lui-même, c'est-à-dire Jack Fincher, qui était à la base journaliste, qui a beaucoup compté d'ailleurs dans la manière de voir la société, qui a beaucoup aidé son fils. Et il a repris donc le scénario de son père et ça raconte l'histoire d'un scénariste. C'est tiré d'un fait réel. Hein. Ça se passe dans les années 30 aux États-Unis, en plein Hollywood. Et tout simplement, ça raconte l'histoire de la genèse de ce film extrêmement connu, archi connu, légendaire, qui est Citizen Kane, réalisé par Orson Welles en 1941. Et donc le film est axé autour d'un personnage très important, mais qu'on a tendance à oublier, qu'on a même oublié, que même les dictionnaires du cinéma ont oublié, qui est Herman Mankiewicz, qui est le frère de Joseph Mankiewicz, qui est extrêmement connu pour avoir fait des films comme La Comtesse aux pieds nus, Cléopâtre, etc., etc. Donc le film est axé autour d'Herman Mankiewicz, qui est un génie, il n'y a rien à dire, c'est un film complètement, mais qui a un gros problème, qui souffre d'alcoolémie. Il est alcoolique, il est complètement dépravé, il écrit pour beaucoup de réalisateurs, généralement il n'est pas crédité au générique, mais c'est un génie. Et à la fin des années 40, Orson Welles, qui a repéré le génie, fait appel à Herman Mankiewicz pour écrire, et je dis bien pour écrire l'entièreté du scénario d'un film qu'il va faire, qui est Citizen Kane. Donc le film commence sur cette histoire-là, et Fincher en profite aussi pour faire des flashbacks dans lesquels il raconte un peu une partie de l'histoire des États-Unis à travers son cinéma. Donc la Grande Dépression, il y a eu la Grande Dépression, mais il y a aussi l'élection en Californie d'un candidat républicain, et en même temps il parle du Hollywood, du déclin de Hollywood. Et donc voilà, et donc le film parle de cela, uniquement de cela, et entre flashbacks des années 30 jusqu'aux années 40, et donc ça raconte un petit peu aussi, comme Fincher fait souvent dans ses films, un pan de l'histoire des États-Unis. Voilà. Et avant de vous dire un peu ce que j'en ai pensé de ce film-là, j'aimerais bien avoir ton avis, Ed Wood. Alors, est-ce que c'est un film que je reverrai? Oui, sûrement, mais pas parce qu'il m'a plu, mais parce qu'il est vraiment touffu, il est vraiment dense, et il faut vraiment être concentré pour repérer tous les personnages. Alors, je n'ai pas revu Citizen Kane avant de voir le film. Je ne sais pas si vous avez fait ça, vous. Non. Pas besoin, vous l'avez déjà vu 10 fois. Moi, je pense que j'aurais eu besoin de le revoir une fois pour l'avoir fraîchement en tête, et un petit peu me pencher aussi sur la fiche technique du film pour voir qui sont tous les personnages. Parce que, évidemment, comme tu disais, Mankiewicz oublié, c'est même pas qu'il était oublié, c'est que je savais même pas, étant donné qu'au scénario est crédité principalement Orson Welles. Depuis des années, on dit que c'est un film d'Orson Welles, que c'est son chef-d'œuvre, qu'il a bouleversé le cinéma. On oublie un peu toutes les personnes qui sont autour et qui ont fait le film.
Et j'aimerais bien revoir le film dans la foulée là pour bien repérer qui sont les personnes, les personnages. C'est quand même bien fait par rapport à ça, parce que ce que je reproche souvent aux biographies, c'est qu'on t'introduit très lourdement chaque personnage avec leur prénom en disant ce qu'ils ont fait. Un personnage dit à quelqu'un d'autre, ah mais c'est l'amant de Piaf, tu le sais pas et tout. Enfin, et du coup là c'est pas du tout avec le mode d'emploi. Et il faut être super concentré pour le voir. Donc j'aimerais bien le voir une deuxième fois pour me faire un avis définitif. Et toi, Thomas, qu'en penses-tu? Alors, j'ai eu un avis qui a évolué parce que je l'ai regardé avec intérêt, un plaisir moyen en le voyant. Et puis, c'est ce genre de film qui évolue dans notre esprit avec les jours qui passent. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, c'était super. Et c'était super parce que c'était vachement intéressant, parce que ça m'a appris des choses et que j'ai pas revu Citizen Kane, mais je veux le revoir probablement dans les jours qui viennent, et revoir Manque derrière comme toi, parce que je pense que ça me donne une perception et une appréciation de Citizen Kane qui de tout temps est le film qui a révolutionné le cinéma, c'est-à-dire qu'il y avait avant Citizen Kane et puis après, enfin avant c'était du théâtre filmé, beaucoup de films, ou en tout cas des mises en scène beaucoup plus sommaires, et là il a inventé la verticalité, le mouvement, il y a même des effets spéciaux, et on rentre dans un cinéma avec une mise en scène et un montage poussé à l'extrême. Et ce film nous parle de l'aspect qu'on remarque peut-être le moins dans le film, c'est qu'effectivement le scénario est béton, et j'ai vraiment apprécié la virtuosité, et ça j'en parlerai un petit peu plus dans l'analyse, mais c'est un film qui est très beau, qui est très bien fait. Je pense que l'acteur principal, c'est extraordinaire ce qu'il fait, parce que c'est limite à des moments dans le film, on ne le reconnaît pas. Gary Oldman. Voilà, Gary Oldman, et qui est, mais enfin, pour moi, c'est un rôle extraordinaire. Alors, c'est un très bon acteur, bien sûr, mais là, il est métamorphosé et il interprète le personnage. Donc moi, j'ai plutôt, avec un peu de recul, énormément aimé ce film, et je vais le revoir. C'est, comme tu dis, un film touffu, difficile à digérer, donc c'est pas le film qu'on regarde en feel good en fin de soirée. Mais en revanche, me faire une après-midi avec un cahier pour prendre des notes et pour le revoir avec plaisir et très vite. C'est un film extrêmement atypique. Alors, juste une chose, c'est que dans Citizen Kane, le Herman Mankiewicz est crédité au générique. Non, tu fais plus gay pour non, parce que tu as tellement été omnubilé. Enfin, on t'a tellement dit que l'auteur avec un grand A, c'est lui, c'est Wes, et c'est personne d'autre. Mais ce qui est assez intéressant dans ce film, que je trouve pas tellement réussi, pas pleinement réussi, mais il y a des petites choses qui moi m'ont semblé vraiment assez pertinentes. C'est que ça pourrait être même une critique de cinéma faite par Fincher lui-même. C'est-à-dire, par exemple, critiquer cette espèce de place en haut d'un piédestal qu'on a souvent mis Wells, et en fait de dire non, Wells n'a pas forcément tout inventé. Tu parlais de verticalité, cette verticalité, on l'a trouvée déjà avant dans les films de John Ford. En fait, ce qu'il a surtout été, là où il a surtout embelli les choses, c'est le montage musical. Et donc Fincher a tendance à dire cela en gros. Et c'est très drôle parce que il reprend des séquences du film qu'il réinterprète dans son propre film. Tout au début, l'ouverture de Manque, on voit donc Manque allongé sur son lit, complètement, il est handicapé, il y a eu un accident de voiture, alcoolique, et on voit à côté de lui celle qui va un peu l'assister, qui va être sa secrétaire, mais qui va aussi l'épauler, et on reconnaît tout de suite le début du film Citizen Kane. Tu vois, il y a des choses comme ça, donc ils s'amusent à faire des allers-retours, mais qui ne sont pas forcément, je trouve, moi, des hommages ou des clins d'œil. C'est vraiment pour dire que il n'a pas forcément inventé grand-chose et qu'il y a eu d'autres personnes autour de cela. Donc,
il se permet de démythifier la figure c'est ça, en fait, Manque est un film sur la démystification. Et de cela, et par rapport à cela, je trouve que c'est assez réussi. Et en plus de cela, et ça, c'est fascinant, c'est que le héros dans cette histoire, c'est un scénariste. Et il faut savoir une chose, c'est que, bon, aux États-Unis, effectivement, le scénariste est roi, mais en France, ça reste encore un très très gros problème, l'idée même du scénariste. Et donc, je trouve ça intéressant de dire que on démythifie l'auteur, qui est Wells, pour dire que il y a, avant cela, quelqu'un qui a écrit une histoire et qui est scénariste, qui a un peu la fonction bâtard du film. Et de ce point de vue, je trouve que c'est intéressant. Après, je suis d'accord avec toi, je te rejoins, Ed Wood, c'est que il se passe quelque chose dans le film qui a l'impression de tourner en rond et on voit pas trop où il veut aller. Il a tellement des choses à dire qu'on voit pas trop où il veut aller et donc ça commence à devenir plan-plan et il se fait bouffer surtout par l'interprétation grandiloquente de Gary Oldman. Donc c'est un film qui est intéressant sur ses intentions mais qui finalement j'ai l'impression que c'est un film qui tourne en rond, qui ne sait pas comment se terminer et c'est dommage parce que, et ça on en parlera plus tard quand on parlera de la filmographie, mais c'est vraiment dommage parce que ça correspond parfaitement à cette dernière période que fait Fincher dans son approche du cinéma, qui est complètement différent de ce qu'il a fait au début. Moi, je suis très très impatient de voir maintenant ce qu'il va faire. Donc pour moi, Manque, c'est un film incertain. Je trouve que quand tu dis il démythifie, c'est exactement ça, mais sauf qu'il n'arrive pas à choisir entre iconoclaste et hommage, en fait. Et c'est ça qui fait ce truc un peu bâtard dont tu parles. Du coup, l'avis général est plutôt mitigé, j'ai l'impression. Thomas, t'as aimé Après Infusion, un peu comme moi? Ouais, non, j'ai eu besoin de quelques jours. Maintenant, je l'ai regardé sans difficulté. Hein. Je sais pas combien de temps il dure, c'est un peu plus de 2 heures, je crois. 2h10, je crois, 2h12. Mais c'est bien passé. Et puis, il n'y a pas de moment inintéressant dans le film. Il n'y a pas de temps mort. Non, c'est prenant. La structure flashback, elle est intelligente parce que c'est pas des flashbacks juste pour désorganiser et pour essayer d'animer le film. Ce sont des flashbacks qui sont cohérents avec ce qu'on comprend qui intervient dans le scénario au fur et à mesure. Donc, le film reprend vraiment pourquoi ce personnage intervient dans le film. C'est parce que Manque, dans sa vie, a connu c'est Herman Hurst. Non, c'est pas ça. William Hurst. William Hurst, qui était ce millionnaire fou qui a créé sa propriété avec des animaux sauvages, etc. Donc, oui, donc ça m'a plu et je crois qu'on voulait passer sur une partie un peu plus analyse, mais vous avez déjà entamé le sujet. On avait dit qu'on commençait avec toi, Ed Wood. Ce qui ressort, en fait, c'est ce que j'aimais bien là, par rapport à ce que disait Samir, c'est effectivement, il éclaire le cinéma des années 30 à 45 autour du film, quoi. Et on a l'impression qu'il nous parle de maintenant, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi. Il nous parle de l'évolution, par exemple, du passage du parlant, du muet au parlant et tout ça. Et là, on a l'impression que lui-même fait David Fincher fait sa petite révolution en passant du cinéma au streaming. C'est une nouvelle étape dans la production de films, dans comment on va diffuser les films et ce que ça va donner sur la réalisation même du film. Que ça soit sur petit écran et tout ça. Je ne sais pas s'il a réfléchi, si, sûrement, mais en fait, il va pas être sur grand écran, ce film, et il a quand même fait comme si c'était un film qui allait être présenté en grand, quoi. Pour ça, j'ai des explications, peut-être. Tu nous éclaireras là-dessus. Et il parle de lui aussi par rapport au scénario, comme tu disais. Je pense qu'il est intimement convaincu que le scénario est dans une grande part de sa réussite au fil des années, puisqu'à chaque fois, il avait des scénarios béton, David Fincher, en passant de Fight Club jusqu'à Social Network, où il avait des scénaristes quand même assez puissants. Sur Fight Club, c'est plutôt le bouquin original qui est puissant.
Même Gone Girl aussi, c'est adapté d'un roman, un best-seller. Et j'ai l'impression qu'il parle de lui, qu'il parle un peu de tout ça, et c'est assez marrant de voir tout ça en noir et blanc, en fait. C'est ça qui m'a surpris. Samir, oui, non. Alors, effectivement, l'analyse, en fait, je l'ai plus ou moins abordé lorsque je parlais du film, mais c'est drôle que Ed que tu évoques l'apport des scénaristes dans sa filmographie à David Fincher, parce que pour moi, c'est vraiment enfin, si je devais écrire sur son œuvre, pour moi, ça serait je privilégierais cet aspect-là, ce rapport qu'il a avec les scénaristes, avec une histoire, son rapport avec l'histoire, son rapport avec l'écriture. Mais ça, on en parlera peut-être un peu après. Mais non, mais en fait, je ne pense pas que je reverrai ce film parce que comme je revois très souvent Zodiac, parce que avec Manque, j'ai cette impression que parfois alors c'est un film sur la démystification, mais parfois il mystifie un peu trop le scénario de son propre père. Et je pense qu'il faut un peu, comment dire, tu parlais de Truffaut très justement, Thomas, mais tu vois, je crois que c'est Truffaut qui disait qu'il fallait faire quand tu écris une histoire et ensuite quand tu la tournes, il faut que tu violentes le scénario que tu as écrit, puis quand tu montes le film, il faut que tu violentes le tournage que tu as fait. Là, je sens que, et c'est pour ça peut-être que pour moi ce film n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, c'est que Manque à un moment reste encore trop dans la mythification du scénario, dans la figure du père. Et donc, je ressens pas forcément la personnalité de l'auteur lui-même et ça m'apporte pas grand-chose. Après, il y a cette démystification et l'interprétation de Gary Oldman qui est exemplaire, vraiment exemplaire. Hein. Ça m'a fait rappeler que c'était quand même un acteur important dans le paysage. Mais voilà, c'est un film, comme je disais, incertain et qui pour moi, mais vraiment qui me prépare. Enfin, je le redis, j'attends vraiment avec impatience parce que là, on est vraiment avec un auteur. Hein. C'est ça que c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il a vraiment un style qu'on reconnaît et qui surtout qui malmène lui-même de l'intérieur. Donc j'attends avec impatience le prochain film. Voilà. Bon, de mon côté, j'ai glané certaines informations parce que je me suis vraiment intéressé au sujet. Le scénario écrit par le père de David Fincher, il est en cours d'écriture depuis 1992. En réalité, c'est un film que David Fincher voulait réaliser dans les années 90. Simplement, c'était un film en noir et blanc qui parlait de Hollywood des années 30. Aucun studio n'a eu la volonté de produire le film. Or, Netflix voulait signer Fincher, ce qui est le cas, qui va faire plusieurs films sur Netflix. Et comme dans ce genre de circonstances, David Fincher avait un petit peu de poids pour dire à Netflix, écoutez, mes conditions, c'est ça, 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 et le premier film, c'est Manque. Et il a réussi à obtenir comme ça la possibilité de faire le film du scénario de son père, qui est décédé depuis plusieurs années, je crois. Donc certainement qu'il a toutes les raisons, en tout cas la motivation pour respecter le scénario et le travail de son père, parce que c'est une forme d'hommage au travail qu'il a effectué, puisqu'il a fait des recherches pendant des années. Et ces recherches, on les voit quand on dit que le film est très touffu, très riche, parce que je pense que vous avez vécu quand même la même chose, et que quand on se promène entre les bâtiments des studios de la MGM, quand on est dans les bureaux des producteurs ou bureaux des scénaristes, etc., on y est. Je veux dire, j'ai rarement vu des situations aussi réalistes, aussi bien décrites de l'univers d'Hollywood de ces années-là. C'est vraiment frappant. C'est très, très riche. Et après, c'est un film qui a une thèse. C'est ce que tu disais de démystification ou démythification de Orson Welles. Alors, est-ce qu'on est d'accord ou pas avec ça? Orson Welles est-il un très grand réalisateur? Indéniablement, oui. Est-ce qu'il a fait un film
meilleur que Citizen Kane? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est un énorme film. Et c'est la thèse de David Fincher qui est de dire Orson Welles, quand on lui enlève le scénariste génial, qu'est-ce qui reste? C'est peut-être pas mal, mais c'est moins bien. Et peut-être que lui, dans certaines interviews, ça c'est notre ami Jack qui m'en a parlé, il a expliqué que véritablement, pour lui, Citizen Kane, c'était le film de Mankiewicz. Enfin, de Herman Mankiewicz, parce que d'habitude, quand on dit Mankiewicz, c'est Joseph. D'ailleurs, le surnom de Mank, ça, je ne sais pas, mais j'imagine que c'était vraiment son surnom à l'époque. Et donc, c'est un film qui appuie cette thèse. Alors, comme tous les films à thèse, on n'est pas obligé d'adhérer, mais on peut s'intéresser à l'angle d'approche qui est pris. C'est assez démonstratif, parce que tout ce qu'on nous met dans les flashbacks, finalement, vient confirmer que ça vient du scénariste et que c'est pas Orson Welles qui a fait. Il n'empêche qu'Orson Welles a fait une réalisation. Alors, tout à l'heure, je parlais de verticalité. C'est vrai que ça existait avant. Ce que je veux dire, c'est plus que de la verticalité. C'est qu'on n'était pas dans le champ contre champ, dans le panoramique et le travelling, mais il y avait véritablement parfois des plans qui étaient faits totalement au-dessus et à chaque fois avec une volonté. Il y a quand même beaucoup de la grammaire de mise en scène du cinéma qui a été créée dans Citizen Kane. Donc, la thèse de Fincher, j'adhère pas totalement. En revanche, je trouve ça hyper intéressant comment il décrypte le processus d'écriture d'un scénario avec comment est-ce que cet homme qui est en perdition, toi tu dis, il est alcoolique. Oui, il est alcoolique, il est paumé, apparemment il a un problème de jeu, d'argent. Il est autodestructeur parce que c'est un type, finalement, il est à Hollywood, il pourrait gagner des fortunes en étant un yes man et en faisant tout ce qu'on lui demande. Et chaque fois qu'il en a l'occasion, il envoie bouler les puissants, il se moque d'eux, il se les met à dos et il n'y a que son génie et son talent qui le font rester jusqu'au moment où il perd à peu près tout. Donc, c'est vraiment la force de ce film de décrypter, de dire comment est-ce qu'on écrit une grande œuvre. Et ben, c'est pas en imaginant un scénario devant son ordinateur en disant « Ah, ce serait bien qu'il se passe ça ou pas ». C'est en mettant ses tripes, sa vie, son énergie pour raconter des choses édifiantes. Donc, de ce côté-là, ça me paraît un film très riche. Et je voulais parler aussi de la technique. Et je vais essayer d'être rapide là-dessus, mais on l'a à peine dit, Julien, on l'a dit, c'est un film en noir et blanc. C'est un film en noir et blanc, et quand on le regarde, alors, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de regarder des films des années 40, il y a un à la manière d'eux. Il y a du style, véritablement. Alors évidemment, ce n'est pas le cas, parce que quand on regarde de près, on voit, comment on appelle ça ? La dynamic range. Par exemple, les films en noir et blanc des années 40, ils étaient en très noir, très blanc et un petit peu de gris. Là, on voit avec des caméras modernes. Oui, c'est étalonné différemment. 8K, c'est la meilleure caméra du monde, en tout cas pour le noir et blanc. Et la plage dynamique, voilà, c'est comme ça en français. Il y a beaucoup de gris. En fait, toute l'image est grise. Il y a très peu de noir, très peu de blanc. Tout est gris. Et il a rajouté des effets. Alors, je ne sais pas si ce sont des effets pratiques avec des gélatines sur les objectifs ou si c'est de la post-prod, mais qui est extrêmement bien faite. Quand il y a des fondus enchaînés ou des fondus au noir, d'habitude, quand on voit un film moderne avec un fondu enchaîné, le fondu est parfaitement fluide. Or, à l'époque, pour faire un fondu enchaîné, il fallait prendre chaque photogramme. Quand on faisait un fondu au noir, on redéveloppait chaque photogramme en l'assombrissant un petit peu à chaque fois. Et ça créait des fondus au noir qui étaient instables. Et là, ils ont réussi à reproduire cet effet-là. C'est quelque chose qui n'existe pas de base dans les logiciels. C'est vraiment un travail énorme qui a été fait là-dessus. Pareil pour les prises de son, ils sont organisés pour faire des prises de son qui fassent le même son de l'époque, en mieux, techniquement, proprement parlant, mais qui réussissent à reconstituer cette ambiance. Alors évidemment, visuellement, il y a plein de... je crois qu'il y a une scène où on voit des horloges mélangées avec son visage, etc. C'est pareil, c'est avec des bordures pas nettes. C'est assez incroyable. Et c'est vrai que
le plus grand talent, je crois, de David Fincher, mais tu vas nous parler après de sa carrière, Samir, c'est la technique. C'est-à-dire que c'est un virtuose. Et parfois, en tout cas, on va parler après, mais parfois il tape un peu dans le vide. C'est-à-dire que c'est beau, c'est bien fait, c'est magnifique, mais où est-ce que ça nous mène? Et là, pourquoi il s'appuie sur ses scénaristes? Et pourquoi il respecte les scénaristes? Parce que je pense que lui-même, il n'est pas convaincu de ce qu'il a à dire, ou en tout cas, il pense qu'un scénariste talentueux a toujours quelque chose de plus profond à dire que lui. Et en revanche, il s'attache à être virtuose dans ses réalisations. Donc, c'est ce que j'ai vu là-dedans, et c'est pour ça que ça mûrit, parce que ça fait vraiment plusieurs jours que j'y pense, et que finalement, je vais le revoir prochainement, mais après avoir revu Citizen Kane. Et j'ai fait un peu long, et pour la suite, c'est Samir qui va revenir sur David Fincher et sa carrière. Oui, mais avant cela, je voudrais simplement juste prolonger un petit truc. Ce qui est assez drôle, c'est de constater que quand tu parlais du personnage joué par Gary Oldman, Mank, ce qu'il est, comment il est, ses problèmes, ses addictions et tout cela. Moi, ça me il est face à quelqu'un qui est fringant, qui est svelte, qui a tout son avenir devant lui, qui est Orson Welles, très sensible, très fin. Et en fait, ce qui est assez drôle, enfin faussement drôle, c'est que Mank, en fait, Welles deviendra comme Mank plus tard, à la fin de sa vie, c'est-à-dire handicapé par son obésité, alcoolique, ne pouvant plus tourner de films, ayant beaucoup de mal à tourner ses films, essayant de grappiller de l'argent à droite à gauche, dont parfois dans des productions pourries. Parfois même, il sera même pas crédité dans des scénarios. Enfin, voilà, c'est assez bizarre de voir ça, le fait que c'est aussi un miroir, ce que le génie deviendra plus tard. Mais pour revenir sur l'œuvre de David Fincher, oui, c'est effectivement quelqu'un qui a commencé très tôt par par travailler l'image. C'est vraiment quelqu'un qui fabrique des images à la base et qui est obnubilé par ça. Très jeune, il a fait de la photographie très jeune. Très jeune, il a travaillé sur les effets spéciaux. D'ailleurs, il a participé à l'Empire du Jedi, le numéro 2 de Star Wars numéro 5, c'est ça? Excuse-moi, Samir, mais l'Empire du Jedi, c'est pas possible. C'est soit l'Empire contre-attaque ou le Retour du Jedi. Je suis obligé de t'arrêter. Et puis du coup, ça a bugué. StreamYard n'a pas voulu, n'a pas endossé. Je t'envoie un chasseur TIE pour t'aider. N'a pas endossé. Pardon, excusez-moi, l'Empire contre-attaque. Et là où je voulais en venir, c'est que je suis d'accord avec toi, Thomas. Tu as commencé déjà à parler de cela, mais c'est très intéressant, c'est que il y a pour moi plusieurs strates dans la filmographie de Fincher. Il commence avec Alien, ensuite, si je me trompe pas, il y a le légendaire, le cultissime Seven, jusqu'à à peu près Zodiac. Il a pour moi, le gros problème de Fincher entre Alien et Zodiac, c'est que il a des scénaristes très intéressants, des histoires très intéressantes aussi, mais j'ai cette impression que durant cette première partie de sa filmographie, il ne fait pas confiance au scénario. Il y a un moment, c'est comme s'il a peur que le sens du scénario ne soit pas compris par celui ou celle qui va regarder le film. Et donc, très souvent, ces films sont plus ou moins enfoncés comme ça dans une espèce de gloubi-boulga technique, visuel, et ça devient quelque chose de très, très difficile à supporter. Et la technique devient même en même temps un élément de mise en scène qui est beaucoup plus au-dessus que les autres éléments de sa mise en scène. Je trouve qu'il ne fait pas assez confiance au scénario, et parce que lui-même, je pense qu'il a un gros souci avec l'écriture. Je crois que c'est quelqu'un qui ne sait pas écrire, qui n'arrive pas à scénariser. Mais en même temps, c'est pas un problème. Alain Resnais disait lui-même qu'il avait du mal à écrire ses scénarios. D'ailleurs, c'est d'autres scénaristes qui ont fait ça à sa place. Mais à partir de Zodiac, moi, je trouve qu'il se passe personnellement, j'ai commencé réellement à trouver ce cinéaste intéressant à partir de Zodiac. Là, pour moi, c'est une claque, Zodiac. Là, encore une fois, très bon scénario, une histoire qui coule de source, retour sur une certaine histoire de l'Amérique, comme dans ses précédents films. C'est quelque chose qui titille beaucoup David Fincher. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il fait énormément confiance à cette histoire et
il le filme de manière à hauteur de l'histoire. Ça devient quelque chose de très simple, très fluide. Et je trouve, pour le coup, qu'à partir de Zodiac, il se passe quelque chose et qu'on voit après avec ses prochains films comme Gone Girl, comme L'étrange cas de Benjamin Button, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est une espèce de romancier raté qui fait des films et à partir de Zodiac, je trouve que ça devient de plus en plus intéressant et il y a quelque chose comme ça qui frise une espèce de classicisme. C'est pour ça que moi, je suis pas surpris par ce qu'il a fait avec Manque, parce que je lisais un peu ici et là des articles sur le film. Beaucoup étaient très très surpris, mais il faudra savoir que les aficionados de la première heure de l'œuvre de Fincher, je pense qu'il va falloir qu'ils s'attendent à ce que Fincher continue encore à être dans une espèce de forme de classicisme qu'il avait déjà fait avec Mindhunters, la série qu'il a produite, ou alors House of Cards aussi. Et moi, il m'intéresse de plus en plus. Cet auteur m'intéresse de plus en plus. Voilà, en quelque sorte. Je sais pas, maintenant à vous de voir, critiquez-moi, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi c'est un peu comme ça que je le vois. Moi, je suis un peu d'accord avec toi, Samir, sur le fait qu'il ait besoin d'un scénario. C'est ce qu'on dit depuis le début. En fait, c'est plus que ça. C'est que lui-même a des outils hyper affûtés pour convaincre. C'est pas pour rien que la première boîte de prod où il faisait des clips, où il y avait aussi Spike Jonze, il y avait plein d'artistes des années 90-2000, ça s'appelait Propaganda. Et je pense qu'il a tous les outils d'une bonne propagande, mais sauf qu'il n'y a pas de discours derrière. Et du coup, c'est pour ça qu'il a besoin du scénariste à chaque fois et que malheureusement, il n'a pas de vision sur ce que le scénariste lui propose en fait. Et du coup, ça donne un cinéma. Tu te dis, parfois, tu te dis heureusement que ça marche pas, sinon je serais convaincu. Par exemple, sur Fight Club, quoi. Sur Fight Club, tu peux, si lui-même avait assimilé le discours de l'auteur, on serait tous une bande de petits fascistes à faire des attentats. Au moins à cracher dans les pizzas si on travaille dans un Domino's, quoi. Mais tout le monde le fait. Ah merde, ah merde. Non, mais les petits fascistes, pardon, je réagis juste là-dessus et je te laisse parler après. Finalement, avec Facebook qui est traité dans The Social Network, tout le monde est devenu un petit fasciste. C'est pour ça que j'ai arrêté Facebook. Oui, bien sûr, mais c'est pas lui qui nous a engrainés, quoi. Ça, Non, c'est ça, voilà. C'est la vie Black Mirror, quoi. Voilà, on est là-dedans, quoi. Donc c'est ça. Je trouve qu'il a de formidables outils et finalement, il commence à m'intéresser quand il met à terre ses outils et qu'il devient classique, quoi. Et tu parlais d'House of Cards et de Mindhunter, qui sont deux versants finalement. Dans House of Cards, il est encore tape à l'œil, il est encore avec des faces caméra, je m'adresse directement aux spectateurs, etc. Et dans Mindhunter, c'est hyper classique, plus proche de Zodiac. Ouais, exactement. Et là, il redevient juste quelqu'un qui raconte une histoire. Et je crois que c'est ça que je préfère dans sa filmo, en fait. C'est quand il se contente de raconter une histoire, une bonne histoire. Donc, il y a effectivement Social Network, excellent scénariste, Aaron Sorkin, et il se met au service de scénario et il s'efface, quoi. Alors, techniquement, c'est parfait. Tellement parfait que tu vois pas qu'il a bossé, qu'il y a du fond vert partout, il y a des putains d'effets spéciaux dans Social Network, tu le vois même pas. Parce que c'est au service de l'histoire, parce que c'est pas tape à l'œil. Et pareil, alors pour l'autre film dont on parlait, Zodiac, voilà, il y a une histoire qui est à peu près la même que Memories of Murder, deux façons différentes de raconter le même genre d'histoire, et les deux sont passionnantes. Donc c'est là que je le retrouve, en fait. C'est quand il devient classique, ouais. Et c'est vrai que dans Manque, il fait un mélange des deux.
il est dans le classicisme, mais avec tout son côté tape à l'œil, parce que tout ce qu'il fait, on le voit. Quand il éteint tout le plateau pour faire un fondu au noir, ça se voit. Quand il fait des fondus enchaînés, ça se voit. Et c'est là où ça me tique un peu dans ce film-là, dans Manque. Et voilà, là, on va peut-être revenir en détail sur les films. Je ne sais pas si on fait par ordre chronologique. Tu es en manque, quoi. Ok. On avait dit qu'on éviterait toutes les blagues. Manque de peau, Samir est là. Bon, et à mon tour peut-être sur Fincher. Non. Si, sur Fincher et sa carrière. Il y a plusieurs Fincher pour moi parce qu'il y a quelque chose de très différent entre ses premiers films et je suis d'accord qu'il y a une rupture au moment de Zodiac. On ne la voit pas forcément de la même manière, puisque moi, quand je vois Alien 3, Seven, The Game, Fight Club et même Panic Room, pour moi, c'est un peu des films popcorn. C'est des films qu'on va regarder pour se divertir. On s'en prend plein la vue, etc. Ils ne sont pas tous égaux. Moi, par exemple, j'aime bien Alien 3, même si il est largement détesté, y compris par David Fincher, qui renie le film. Seven, c'est formellement, je sais plus, à la photo, c'est quoi? C'est Darius Khondji ou un truc comme ça. Enfin, c'est absolument énorme. On se prend une claque visuelle, etc. Mais après, si on s'arrête sur l'histoire, mais c'est pas crédible. Enfin, je sais qu'il y a des serial killers un peu tordus, mais en général, ils violent la meuf, ils la tuent et puis c'est terminé, quoi. À la fin, ils lui mettent du papier crépon sur les cheveux parce qu'ils trouvent ça cool. Mais et non, il n'y a pas des mecs qui vont aller engraisser un type obèse pendant 6 mois, quoi. Enfin, le scénario, il tient pas debout en réalité. Mais quand on a regardé le film, quand on l'a vu, c'est sorti en 95. Je pense qu'on a tous été scotchés. Mais aujourd'hui, si je regarde Seven, je me dis, mais c'est pas crédible, c'est pas possible. The Game, Star Wars, c'est incroyablement crédible, Star Wars. Et ça s'est passé il y a très longtemps, on ne sait pas. Ouais, dans une galaxie lointaine. Donc tout est possible. The Game, finalement, c'est un film qui vieillit bien parce que on est dans un concept. C'est un film un petit peu comme les machinations des années 70, j'aime bien. Fight Club, par exemple, c'est un film, quand c'est sorti, j'ai adoré, je me suis éclaté à voir ça visuellement, c'était formidable et tout. Bon, comme dit Julien, heureusement que lui, il croit pas trop à son truc parce qu'il aurait pu nous convertir en espèce de supporter de Donald Trump ou je sais pas quoi. Et voilà. Après, Zodiac, on est sur un film qui est très sérieux, qui parle d'un véritable serial killer et où il se permet plus de quitter totalement le réalisme. Moi, j'ai eu du mal avec Zodiac parce que il m'a laissé sur ma faim. Si je compare un film, vous avez cité un film, mais c'est pas celui-là auquel je comparais plutôt à Summer of Sam. Ah oui. Et par exemple, Summer of Sam, c'est Spike Lee, je crois. Oui, mais non. Pour moi, c'est 10 fois meilleur. Parce que d'abord, je suis dans la rue, il fait chaud, on sent, les gens... moi, ça fonctionne. Zodiac, pour moi, ça marche pas. Benjamin Button, j'ai un gros problème. Pour le coup, c'est laid. Ça ne m'a pas intéressé. Et puis, on est dans le fantastique, mais qui ne fait pas dans le fantastique. C'est-à-dire qu'on essaye de nous faire un film réaliste sur un truc pas réaliste. J'ai eu beaucoup de mal. Social Network, pour moi, c'est peut-être son meilleur film. Millennium, un remake inutile. Qui a un chien, là? Bon, Michel Simon, sortez de ce corps, s'il vous plaît. Je vais faire très vite. Millennium, un remake inutile, puisque finalement, le film suédois, c'est ça, était vachement bien. Suédois, norvégien. Non, mais je crois que c'est suédois quand même. Gone Girl, je l'ai vu hier pour la première fois, je ne suis pas encore retombé. Pareil, c'est diabolique, un peu comme Seven et The Game, c'est-à-dire pas super crédible, mais diabolique. Je suis pas sûr que le mouvement MeToo soit hyper fan de ce film, si vous vous rappelez un peu du film.
Parce que ça nous explique quand même que dans 99% des cas, c'est le mari coupable, mais en fait, c'est la femme qui est une manipulatrice dégueulasse. Hein. Lui, il n'a rien fait. Donc voilà, donc c'est un peu en décalage avec les statistiques, on va dire. Mais enfin, après, c'est pour raconter une histoire peu ordinaire, pourquoi pas. Et il manque, très bien, enfin très bien, en tout cas très intéressant. Donc à l'arrivée, Social Network, ça me paraît ce qu'il a fait de plus intéressant. Et effectivement, il s'efface. Et finalement, son côté un petit peu autiste, c'est-à-dire je me mets à fond dans ma technique et je fais le film avec effets spéciaux ou pas effets spéciaux, mais visuellement, ça claque. Quand on a l'écriture de Sorkin derrière, qui est quand même notoirement l'un des meilleurs scénaristes actuels, pour parler d'un mec un peu autiste qui a inventé une machination qui est en train de détruire le monde, c'est plutôt pas mal. Donc, mon avis sur Fincher, c'est que c'est très inégal, que ça peut être du divertissement comme ça peut être très sérieux, et que je ne sais pas où il se situe. Et je sais que je parle sur des forums américains, et bon, pour moi, par exemple, dans les grands réalisateurs vivants, il y a du Tarantino, etc. Il y a des gens qui mettent Fincher au même niveau qu'un Kubrick ou qu'un Tarantino. Moi, je ne serais pas du tout prêt à faire ce pas-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, Thomas. C'est un peu compliqué de rebondir sur plein de petites choses, mais désolé. Non, mais c'est très bien, c'est très très bien. Mais il y a après peut-être qu'on est un peu hors sujet, mais c'est la notion de réel. Bon, on t'a un peu légèrement taquiné quand tu parlais du fait que c'est pas crédible Fight Club. Je commençais à être l'avocat du diable, c'est terrible. Mais en fait, la notion de réel à la base, à partir du moment que tu prends une caméra et que tu filmes quelque chose, tu n'es plus dans le réel, quoi qu'il arrive. On n'est plus dans le réel, on enregistre. Donc c'est différent. Je crois qu'il serait peut-être, ce serait complexe de parler d'une œuvre, enfin d'un film plutôt, en se basant sur cet aspect-là, je crois. Parce que à ce moment-là, toutes les histoires ne sont même Manque, qui est tiré d'un fait réel, certes, mais quand Fincher, le père, scénarise le Manque, il en fait à sa sauce, à son style. Donc le réel n'existe plus, quoi qu'il arrive. Il invente des choses pour essayer de bien créer une unité. Je pense qu'il serait, à ce moment-là, 90% des films que nous voyons ne sont pas réels dans le sens où tu l'entends. Je crois que, par contre, on est d'accord sur le fait qu'il a quelque chose, il a un potentiel, mais qu'ils se sont obligés, pour des raisons X et Y. Bon, moi, j'ai parlé d'un manque de confiance, mais comment dire, en fait, j'avais une idée par rapport à ça, c'est que c'est ça qui est très regrettable, c'est que tous les films qu'il a fait au début, comme Fight Club, tout cela, c'est vraiment des histoires passionnantes à la base. Moi, je les trouve vraiment assez intéressantes. Même Panic Room, hein, qui est très minimaliste, mais ça reste quand même très, très, très intéressant. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément besoin de nous pour voir le film. Il fait joujou avec ses techniques, ses trouvailles, et qu'il en oublie pour le coup. Et d'ailleurs, moi, je pense que il y a 21 ans de cela, quand on était encore travaillé pour Querelle, et Christophe, un des auteurs en tout cas, avait écrit sur Fight Club, et où il disait effectivement pas le plus grand bien, mais il avait cette phrase qui pour moi résume parfaitement la première partie de l'œuvre de Fincher, qui est il crée des effets avec le propos au lieu de faire du sens avec le propos. Moi, je trouve que c'est exactement ça. C'était ça le problème. À partir de Zodiac, je trouve que les choses ont évolué. Après, je ne veux pas qu'il y ait que du classicisme. Ça ne m'intéresse pas qu'il y ait que du classicisme. Mais c'est au moins de ne pas se laisser emporter par une envie visuelle, qu'une envie visuelle. C'est d'essayer de rendre de manière qu'il y ait une certaine équité dans sa mise en scène. Et c'est ce qui fait que moi, Zodiac, ça reste encore intemporel, et que c'est quelque chose, j'y retourne souvent pour voir, pour apprendre des choses. Les précédents films, beaucoup moins. Ouais, j'ai l'impression, en fait, là tu parlais d'un auteur, d'un cinéaste qui s'amuse
en oubliant le spectateur. Et j'ai l'impression que c'est un peu la tendance là des derniers réalisateurs qu'on aime, genre Tarantino, genre Nolan, genre David Fincher, c'est qu'ils ont des coffres à jouer, ils ont des gros Lego et on les regarde en train de les monter, de jouer avec, mais ils nous mettent un peu de côté. Tarantino, il reconstitue le Los Angeles des années 60. Nolan, il fait un trip sur le voyage sur les boucles temporelles, mais il nous met complètement de côté. Et il le dit même dans le film, genre on s'en fout de l'explication. Et j'ai un peu peur que la mouvance Netflix, qui pour l'instant a déjà eu Fincher et Scorsese. Scorsese, pour moi, le dernier Scorsese, c'est un peu pareil aussi. Il se fait plaisir et il me met un peu de côté, quoi. Et le coffre à jouer Netflix me fait un peu peur. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de pognon. Et ils veulent attirer des réalisateurs, donc ils leur laissent faire absolument ce qu'ils veulent. Et du coup, ça donne des films sans enjeu de public, et ça nous met un peu de côté, j'ai l'impression. C'est ça qui me fait peur dans l'avenir, en fait, par rapport à ces réalisateurs-là qu'on aime. Eh ben c'est marrant parce que moi, je te rejoins partiellement, mais pour le coup, j'attends vraiment avec impatience, 3 fois je le dis, l'avenir de Fincher chez Netflix. D'ailleurs, Thomas, il a signé pour combien de films, Fincher? J'ai pas les détails du contrat, mais a priori. Combien, pardon? Plusieurs. Mais je crois que c'est en année plus qu'en film. Oui, mais en fait, voilà, c'est tout ce qu'il pourra produire dans ce temps-là. Je pense qu'il va en profiter parce que d'une certaine manière, le fait de donner les mains un peu plus libres pour attirer des réalisateurs, moi, ça ne me dérange pas, puisque, par exemple, à l'époque, Scorsese avait signé avec Disney et il avait dit « je signe, mais je fais Kundun ». Bon, Kundun n'est pas son meilleur film, mais lui, en tant que réalisateur, il avait à cœur de faire ce projet. Il a pu le faire parce qu'il a négocié son entrée chez Disney. Bon, après, Disney a fait la gueule parce que le parc Disney qui devait ouvrir en Chine a été annulé à ce moment-là parce que ça parlait des... Donc, le Dalai Lama, tout ça, le Tibet, voilà. Donc, le sujet du Tibet n'a pas beaucoup plu à Disney. Et du coup, Disney, dans la foulée, a dû faire le dessin animé Mulan pour dire que la Chine était extraordinaire. Non, ça n'a pas beaucoup plu à la Chine, tu veux dire. Et j'ai dit quoi? Disney. Ça n'a pas plu au Tibet? Ben non, mais Disney, pour se rattraper par rapport à la Chine, a été obligé de sortir les rames. Ils ont fait « on fait Mulan ». Le dessin animé. Kundun n'a pas plu à la Chine, surtout. Ah, je peux vous faire express la critique et l'analyse du film Mulan sur Disney+. C'est une grosse bouse, aucun intérêt. Critique terminée. Eh bien, est-ce qu'on peut passer aux suggestions conseils de la semaine? Bah oui. Eh bien, on avait décidé qu'on commencerait avec toi, Edouard. Ah, attendez, j'avais juste une petite dernière question. Allez. En fait, tu disais tout à l'heure que Manque devait être réalisé dans les années 90 au départ. C'était le souhait, je crois, de David Fincher. Ben ça me fait poser la question de quelle aurait été sa carrière, en fait, s'il avait fait ça au lieu du reste, quoi. Bah, Alien 3 manque. Non, mais en fait, je me demande pourquoi ça n'a pas été fait à ce moment-là. Est-ce que c'était parce qu'il y avait une surproduction justement de films qui commentent un peu, genre Barton Fink, il y avait The Player, je crois, de Altman, il y avait ce qu'il y avait comme autre film. Il y avait Swimming with Sharks, tous ces trucs un peu où elle est confidentielle, qui n'est pas vraiment sur Hollywood, mais qui était un peu sur ça. Je me demande ça Noir et blanc. Noir et blanc. C'est le noir et blanc qui, tu penses à... Tu proposes un film de 2h30 en noir et blanc à n'importe quel studio. Dans les années 90, il y avait encore dans les décideurs beaucoup de gens qui étaient là pour les actionnaires. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Ça dépend des studios et ça dépend un peu de beaucoup de choses. Mais là, noir et blanc, déjà, on fait un film en noir et blanc, c'est suicidaire.
Donc, je pense que ça a condamné le projet comme ça. Maintenant, on En fait, revient. on est en train de dire qu'il n'y a que Netflix qui a autorisé le noir et blanc, quoi. C'est même pas le cinéma, en fait. Ben, Netflix voulait Fincher, peut-être que dans son contrat, il va faire Seven 2 le retour, et voilà. Oui, pourquoi pas. Alors, les recos de la semaine. Exactement, vas-y, Ed Wood. Justement, on parle de noir et blanc. Et bien, moi, j'ai été emballé. Bon, je suis emballé depuis les 3 premières saisons, et là, c'est la 4e, par Fargo, la série Fargo, donc tirée de l'œuvre des frères Cohen, par. Excusez-moi, je suis mal placé. Voilà, un film emblématique des années 90 et que FX a eu la bonne idée de décliner en série et en série anthologique. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a une toute nouvelle histoire avec des tout nouveaux personnages. L'écriture est hyper travaillée. On sent le romancier derrière. Il y a un épisode en particulier de la saison 4 qui est en noir et blanc, parce que c'est un épisode hommage au Magicien d'Oz. Donc du coup, le Magicien d'Oz, film qui commence en noir et blanc pour faire péter la couleur au moment où on arrive à Oz. Une idée de Mankiewicz. Ah, justement. Une idée de Herman Mankiewicz. Tout se recoupe, c'est génial. Et bien là, dans l'épisode, ils font la même chose. Donc je recommande chaudement la 4e saison de Fargo, qui se passe dans le milieu des gangs. C'est les Italiens contre les Afro-Américains. Et là, cet épisode magistral, en noir et blanc, hyper intéressant. Voilà, c'est ma reco de la semaine. Ok, et Samir, ta reco de la semaine? Un livre qui s'intitule Chronique du cinéma confiné. Alors, est-ce que vous voyez là? Je pense que vous le voyez bien. Voilà. C'est un très beau livre déjà, assez épais. Il y a à peu près 250 pages. Alors, en fait, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, nous avons eu un premier confinement. Oui. Bon, on ne savait pas trop quoi faire, comment faire. Et il y a quelques zigotos des fiches du cinéma. Enfin, quel zigoto, pour moi, c'est très gentil. C'est les fiches du cinéma, qui est la revue la plus ancienne de cinéma au jour d'aujourd'hui. Beaucoup plus ancienne même que les cahiers du cinéma. Si je me trompe pas, s'il y a une erreur, il faut me le dire dans les commentaires. En tout cas, ils ont eu l'intelligence de solliciter pendant le premier confinement, des acteurs et actrices du paysage cinématographique français. Ça peut être des journalistes, des critiques de cinéma, des réalisateurs, des réalisatrices, etc., etc. Et ils leur ont demandé à chacune de leur envoyer, de leur donner leurs sentiments, ce qu'ils font pendant ce confinement. Et donc, tous les jours, je crois que c'était journalier, tous les jours, il y avait comme ça un article, un ressentiment d'un des acteurs, tous les jours, qui était publié sur le site Les Fiches du Cinéma. Et ce qu'ils ont fait juste après la fin du premier confinement, c'est qu'ils ont eu l'idée de recueillir tous ces articles-là. Et donc, ça a été édité il y a quelques jours de cela. C'est sous la direction de Nicolas Marcadet. Et il faut quand même que je cite ceux qui ont réalisé cet ouvrage, qui est vraiment très, très intéressant. François Barge-Prieur, Thomas Fouet, que j'embrasse, Michael Guénam, Roland Hélier, Nicolas Marcadet, Claude Roland. C'est très, très intéressant. Il y a de tout. Et il y a même, parmi les acteurs et actrices qui ont été sollicités, il y en a un qui s'appelle... Il s'appelle Erwan Leduc, et il est vidéaste. Il a fait un premier film qui s'appelle Perdrix, qui est sorti en 2019, que je recommande. Et donc, ils lui ont posé quelques questions. Il a répondu, et on par exemple, il nous dit en gros que pendant ce confinement, il a vu pas mal de sketchs des Monty Python, dont un qui s'appelle Talking About Things, qui cherche de manière tout à fait singulière à répondre à plusieurs questions contemporaines, comme qu'est-ce qui se passe ou de quoi parle-t-on quand on parle de choses. Voilà. Donc, c'est Erwan Leduc, qu'on connaît très bien. J'espère qu'un jour on le recevra ici en direct. Mais voilà. Donc, Chronique du cinéma confiné, c'est édité chez Les Fiches du Cinéma, et c'est assez sympa. Voilà. Ben, merci pour ce conseil. Alors, moi, j'avais une recommandation, pas forcément originale, mais je vais aller sur un point précis.
Moi, je voulais recommander Amazon Prime, même si vous n'achetez jamais sur Amazon. Bon, c'est un service de streaming qui est pas cher et qui propose beaucoup d'éclectisme dans les choix. Ah ouais. Ah non, on m'enlève pas de l'écran, là, c'est Non, en fait, pourquoi j'ai voulu en parler juste là, c'est que j'ai découvert qu'il y avait une urgence. Il y a une version de Metropolis qui est disponible sur Amazon Prime. Metropolis, si vous ne l'avez jamais vu, c'est un film formidable. Vous pourrez ensuite vous amuser à réfléchir à tous les films qui ont été inspirés par Metropolis. Et c'est malheureusement disponible que jusqu'au 13 décembre, donc il faut faire un petit peu vite. Mais voilà, c'est l'occasion de le voir. Mais il y a plein d'autres choses. Par exemple, récemment sont arrivés tous les Aliens. Vous avez aussi La planète des singes, le film original avec Charlton Heston et les nouveaux films qui ont été faits dans les années 2010, qui sont en tout cas les deux premiers pas mal du tout. On parle souvent et on met en avant Netflix qui est un précurseur, mais aujourd'hui je trouve que la proposition d'Amazon Prime n'a pas baissé les yeux et qu'en fouillant, il n'y a pas que des nouveautés ou des films popcorn à consommer comme ça, il y a aussi des vrais films de cinéma et pas qu'un peu. Voilà. C'était. Alors, c'est sympa. Est-ce qu'on c'est très bien. Est-ce que dessus, on pourrait retrouver mon ultime reco là, qui vient de me revenir en voyant ma petite image avec mon pseudo? On parle de films sur le cinéma en noir et blanc des années 60. Et bah, Ed Wood, tout simplement. Film de qui déjà? Tim Burton. Tim Burton. Vachement bien ce film. Ah, je le préfère. Excellent, excellent. Ah, excellent. Bah voilà. Et d'ailleurs, il y a une séquence extraordinaire, pratiquement à la fin du film, où Ed Wood rencontre Orson Welles dans un bar, et Welles lui explique un peu ce que c'est que le cinéma. Scène qui n'a jamais existé, mais qui est très belle en soi. Donc ça se regroupe. Ça sera ma petite reco en plus, celle-là. Mais je sais toujours pas qui c'est ce Rocco. Allez, salut Thomas. Non, et ceci conclut notre émission de ce jour. Donc merci d'avoir suivi cet épisode de Querelle. On vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors, merci bien sûr de liker, de mettre un pouce bleu et de s'abonner. C'est très important pour nous. Et bien sûr, on attend vos commentaires, vos critiques civiles mais acerbes. Et bien sûr, si vous souhaitez que nous abordions des sujets dans de prochaines vidéos, nous attendons avec plaisir et intérêt, curiosité, vos suggestions. Au revoir à tous et à très bientôt. Et vive Salut tout le monde. Et vive Querelle. Au revoir.